Montréal. Alors, pourquoi étudier l'industrie du taxi? Bien, évidemment, Uber. Hein? Donc, Uber est arrivé à Montréal, plus particulièrement en 2013, et il a apporté finalement une espèce de petite révolution dans l'industrie du taxi. J'imagine que c'est un peu la même chose un peu partout où il est arrivé. Comment il a révolutionné l'industrie du taxi? Avec une application. Même Christian Lévesque, que plusieurs connaissent ici aujourd'hui, m'a révélé hier qu'il avait pris un Uber lorsqu'il était allé à Washington la fin de semaine passée. Vanna et moi, on le regardait avec des gros yeux, mais il nous expliquait que ça allait tellement bien, puis il était loin, puis c'était vraiment la chose la plus facile à faire. Donc, il y a vraiment une facilité à utiliser l'application Uber et en fait, tout est numérisé et tout se passe en temps réel. Donc, pour le paiement, pour le booking, pour la détermination du lieu. Donc, il y a vraiment une utilité qui répond à un besoin. Donc, pour l'industrie du taxi, c'est vraiment une innovation qui est réelle, voire radicale. Selon Dubal, Collier, Carter, the disruption brought by the new labor platform economy has been both welcome as a process of creative destruction and resisted as trampling on a well-established regulation that protect the interest of worker and the public. En fait, ce que ça nous dit, c'est que Uber et pas nécessairement, bien que l'application soit bien reçue, mais il reste que c'est pas nécessairement un bon citoyen corporatif, et c'est là qu'est le problème. De son point de vue, comme plusieurs le savent probablement, Uber, c'est pas un employeur, c'est une plateforme, c'est un intermédiaire, c'est quelque chose de virtuel. Donc, ça lui donne un statut qui lui permet, selon son narratif, de s'élever au-dessus de la régulation. Donc, la régulation ne s'applique pas à lui. Mais pourquoi étudier l'industrie du taxi? Il y a Uber, évidemment, mais il y a aussi le fait que cette industrie-là, c'est une industrie qui a plus de 100 ans. Montréal, au début des années 1900, l'industrie du taxi avait commencé déjà. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, c'était perçu vraiment comme un service qui était... de luxe. C'était vraiment fait pour une élite. C'est pas n'importe qui prenait un taxi. C'est les gens qui venaient de la classe des affaires, c'était les politiciens. Et les voitures qui permettaient de conduire les gens étaient vraiment considérées comme luxueuses. Évidemment, tout ça a changé, on va le voir tantôt. Mais c'est aussi l'industrie du taxi, un joueur essentiel, et on l'a souvent oublié. Du monde Canada, peu de recherches ont été faites historiquement sur cette industrie-là. On l'a oublié, mais elle est essentielle pour tout ce qui est question de mobilité. Mobilité dans les villes, et c'est un service qui est complémentaire à tous les enjeux des services publics de transport dans les municipalités. Juste pour vous donner quelques chiffres, au Québec, il y a plus de 20 000 détenteurs de permis de taxi. Et ça correspond à une valeur de 1,4 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas une industrie qui est anodine. Juste à Montréal, il y a 4 000 détenteurs de permis, 600 chauffeurs de taxi, ça correspond à 24 millions de courses, rides, comme on dit en anglais, et ce qui représente au total 500 milliards en revenus annuels. Donc, on s'intéresse à une industrie qui a un ancrage économique réel. Le problème avec l'industrie du taxi, c'est qu'au cours des années, elle s'est un peu, je reprends le terme de ma collègue, fossilisée, elle s'est sédimentée, elle ne s'est pas modernisée. Et l'arrivée d'Uber a vraiment été un choc pour cette industrie-là. Donc, nous, ce qu'on se propose de faire, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur Uber jusqu'à présent. Il en reste beaucoup à faire et il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Mais les études qui ont beaucoup été faites jusqu'à présent, et il y en a beaucoup qui ont porté sur le statut des chauffeurs, aux États-Unis comme au Canada, et sur les effets macroéconomiques. Nous, ce qu'on a voulu regarder plus particulièrement, c'est vraiment regarder dans une perspective historique l'évolution des institutions, la réglementation, et pour mieux comprendre vraiment comment
les acteurs ont joué un rôle dans les changements institutionnels et jusqu'à quel point Uber, de façon comparative, vient vraiment modifier, changer les arrangements institutionnels, le bousculer. C'est bien de l'affirmer, mais il faut le démontrer. Alors, lorsqu'on parle de l'industrie du taxi, il faut d'abord s'intéresser à la question de la régulation. C'est fondamental dans cette industrie-là. C'est vraiment un des points d'ancrage. D'ailleurs, dans les années 80 aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui ont tenté de déréguler l'industrie du taxi. Ils se sont dit, on va moderniser, on va enlever les règles qui existent. Et selon un modèle économique néolibéral, mais tout va bien fonctionner. Ça a pris quelques mois, peut-être quelques années, pour que la plupart des États rebroussent chemin et décident de retourner dans un modèle de régulation parce que les résultats ont été vraiment catastrophiques. Ça a mené à une diminution de la qualité des services, à des prix plus élevés, une détérioration des conditions de travail des salariés et plusieurs autres problèmes de trafic notamment. La raison principale pour laquelle la régulation est importante, c'est qu'il y a 3 éléments. D'abord, lorsqu'on prend un taxi, contrairement à d'autres produits et services, on n'est pas en mesure d'évaluer la qualité du service qu'on va prendre, du taxi qu'on va prendre avant de l'utiliser. Donc, il n'y a pas de mécanisme pour nous permettre de savoir est-ce qu'on va avoir un service de qualité, une voiture propre, un chauffeur courtois. On n'a aucun moyen de le faire. Deuxième des choses, c'est que le marché, il est très étroit. Donc, c'est une ville, une agglomération, une région. Et il faut contrôler le nombre de new entrants, de nouveaux joueurs qui arrivent. Parce qu'autrement, on va avoir un surplus de taxis qui va mener à une diminution de l'efficience du secteur. Donc, si on a trop de joueurs, on ne va pas nécessairement mieux servir les chauffeurs et les utilisateurs. Et il y a aussi une nécessité de stabiliser les prix, à la fois pour le consommateur et les chauffeurs. Donc, d'avoir un prix qui soit déterminé d'avance pour que chacun puisse avoir une idée combien ça va leur coûter ou combien ça va rapporter. Donc, il y a certains économistes qui ont proposé le QQA Framework pour, justement, qui s'applique à l'industrie du taxi. Donc, notamment Cooper et ses collègues, qui se sont dit, il y a 3 éléments piliers dans l'industrie du taxi. Il faut contrôler la qualité. La qualité sur, par exemple, l'âge des véhicules, l'apparence, s'assurer qu'il y ait des inspections techniques qui soient faites régulièrement. Sur la quantité, donc comme je l'ai dit tantôt, il faut contrôler le nombre de taxis sur un territoire donné en fonction de la demande, mais aussi ça peut être en fonction des intérêts des partis qui sont dans l'industrie du taxi, des enjeux politiques, etc. Mais il doit y avoir un certain contrôle. Le laisser-aller ne donne pas les résultats escomptés. Et aussi le contrôle économique, notamment pour, comme je le mentionnais tantôt, sur les prix, afin que les chauffeurs et les utilisateurs puissent avoir une idée à l'avance des revenus qu'ils vont avoir ou des coûts que ça va engendrer. On va voir comment ce modèle-là, ce cadre-là a été déterminant et qui va construire la régulation de l'industrie du taxi à Montréal. Quelques mots sur le cadre d'analyse et la méthodologie. Je vais passer quand même assez rapidement. S'il y a des questions, on pourra y revenir, mais nous, on a décidé d'appréhender ce sujet-là avec les théories institutionnalistes, donc le changement et l'expérimentation institutionnelle, Christensen et Morgan, Tellen et Maloney, notamment pour évaluer comment les institutions et la régulation ont évolué à travers le temps. Est-ce qu'il y a eu un déplacement, donc des nouvelles règles qui sont venues remplacer les anciennes? Est-ce qu'il y a eu plutôt l'introduction de ce qu'on appelle un layering? Donc, il y a une superposition de règles qui vient se construire, faisant en sorte que on va avoir plusieurs règles, ne sachant plus trop lesquelles sont les plus pertinentes. Est-ce qu'il y a un drift, donc un déplacement qui fait que les vieilles règles deviennent obsolescentes face à un nouveau contexte? Ou une conversion, c'est-à-dire qu'on maintient les règles actuelles, mais on en change l'interprétation. Donc,
un cadre assez classique, mais en même temps, et merci à ma collègue juriste, on a introduit un concept aussi de législation temporaire ou sunset regulation. C'est l'idée que, on le voit beaucoup dans la littérature juridique, que parfois il va être à propos, certains gouvernements vont adopter des lois temporaires pour un temps limité, de façon à peut-être expérimenter, trouver un consensus entre les acteurs et dans des situations où il y a une complexité sociale et économique qui fait que, avant d'arriver avec une régulation qui est permanente, définitive, on expérimente. Ma collègue va vous en parler beaucoup plus en détail tantôt avec la phase 3. Et pour ce qui est de la méthodologie, bien, c'est, comme je vous l'ai dit, une étude de cas de l'industrie du taxi à Montréal. On a fait une analyse de contenu en profondeur, donc des sources juridiques, des sources provenant de l'industrie. On a aussi chacune fait de la recherche dans ce domaine-là, donc on a du background autour de ça. On a fait des entrevues par le passé, mais on s'est vraiment surtout intéressé à une perspective historique. Alors, avec toutes nos belles données qu'on avait, commission parlementaire, journal des débats, régulation, les lois qui ont été passées avec le temps, on a fait un codage et on est arrivé à 3 phases distinctes à Montréal, à Montréal et au Québec. La première, on voit que la régulation de l'industrie du taxi se fait par la ville, by the city. La deuxième phase, c'est par la province. Et puis finalement, la phase 3, qui est l'expérimentation de la régulation avec l'arrivée d'Uber. Quelques mots sur la phase 1, parce qu'on va essayer de passer un petit peu plus de temps sur le cas Uber, mais comme je vous disais tantôt, dans la phase 1, c'est que l'industrie du taxi est vraiment perçue comme un bien de luxe. Donc, c'est quelque chose qui est assez... c'est un marché qui est assez limité. Sauf qu'avec le temps et le fait que les voitures étaient de plus en plus accessibles, les gens pouvaient s'en procurer, on est arrivé à une diminution des barrières. Il y a de plus en plus de nouveaux joueurs qui sont entrés dans l'industrie. Donc, des personnes qui s'achetaient une voiture et décidaient, pour survivre, pour vivre, de faire du taxi. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a eu en même temps une espèce de relâchement au niveau de certaines règles qui avaient été établies par les villes. Par exemple, certains chauffeurs avaient décidé de proposer un taux unique, un flat rate, aux consommateurs, bien que c'était illégal. Et c'était dans cette période-là qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le taxi war, la guerre du taxi. Donc, parce qu'il y avait une surabondance d'offres de chauffeurs de taxi. Évidemment, ça a eu pour conséquence de détériorer les conditions de travail des chauffeurs. Et il y a eu d'autres impacts au niveau de la ville, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'accidents. Les primes d'assurance ont augmenté. Certains chauffeurs se sont trouvés à devoir dormir dans leur voiture. Ils mettaient de la pression sur des gens qui étaient sur la rue pour leur dire « prenez un taxi, prenez un taxi ». Donc, on est arrivé dans cette espèce de contexte-là où l'industrie s'en allait vraiment vers des conditions qui s'empiraient. Donc, le gouvernement a été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans l'industrie. Il y a eu beaucoup de commissions parlementaires pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette industrie-là. Et le gouvernement n'a jamais trop répondu. Sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le taxi, c'est les provinces, les villes qui avaient le pouvoir de réguler. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral, le Canada, a décidé qu'il prenait le contrôle pendant la période de la guerre et lui a imposé une certaine limite au nombre de permis qui étaient accordés. Ce qui est venu, si on veut, rétablir un peu d'ordre dans l'industrie et améliorer la condition des chauffeurs. Mais dès que la guerre a été terminée, on a redonné le contrôle aux municipalités et on est revenu dans une époque de guerre du taxi parce que le gouvernement, à ce moment-là, les villes, c'est-à-dire, les villes ont dit, il faut trouver des emplois aux vétérans de la guerre. Donc, on va leur permettre, on va enlever les barrières aux taxis, puis on va leur permettre de... Oui, 5 minutes? Oh, excuse-moi. Trop de choses à dire. Bref, période 2. Alors, je vais aller très rapidement. Pour la phase 2, ce
Ce qui est important de comprendre, c'est que la phase 1, c'est vraiment la réglementation au niveau municipal. Et en fait, pour unifier les choses, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une fragmentation de la réglementation. Donc, phase 2, on aboutit à une réglementation au niveau provincial. Je vais passer très rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails, simplement pour vous dire qu'à chaque fois, tout au long de cette phase-là, juste avant qu'on arrive en 2014, c'est-à-dire avec l'arrivée d'Uber, ce qu'on peut constater, c'est que chaque fois, le législateur va mobiliser le triptyque réglementaire dont Lucie a parlé il y a quelques secondes, contrôle de la qualité, contrôle de la qualité, contrôle du prix, mais aussi le désir et la volonté, au fond, de faire en sorte que cette industrie puisse prendre en main son destin. Chose qu'elle ne fera pas, et à chaque fois, le gouvernement tente de mettre sur un plateau des outils de représentation collective, etc. Donc, on va tout de suite aboutir à la phase 3, donc avec l'arrivée d'Uber. En 2014, Uber arrive et donc va littéralement bouleverser l'industrie. Et la façon dont ça va se faire, et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le genre de réglementation ou d'expérimentation réglementaire qui va s'en suivre. C'est que très rapidement, le gouvernement ne semble pas réagir. Et on va tenter de trouver l'explication de cela à travers l'histoire, mais aussi de le comprendre à travers ce qui s'est produit. En fait, en 2014, il y a des manifestations, évidemment. Il y a les municipalités qui tentent de saisir les véhicules, mais pas grand-chose, finalement, de la part du gouvernement. Par contre, ce qui se fait un petit peu en catimini, c'est qu'on va introduire dans la loi, dans une loi, au fond, qui va venir ajouter une disposition à la loi concernant le transport par taxi, une disposition, puis je me dois de vous le lire parce que c'est très important pour comprendre justement cette expérimentation réglementaire que l'on vit à l'heure actuelle. Je vous le dis, c'est le ministre peut, je saute quelques mots au fur et à mesure, autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter ou innover en matière de services de transport par taxi ou à étudier et à améliorer ou à définir des normes applicables en telle matière. Il peut également, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou organisme titulaire d'un permis de propriétaire ou d'intermédiaire en services de transport à offrir ou à effectuer des services de transport par taxi selon les normes et des règles qu'il édicte. Donc des normes distinctes de la loi concernant sur le transport des taxis, donc les normes auxquelles sont assujettis nos chauffeurs traditionnels. Donc dans l'objectif d'accroître la sécurité des usagers, d'améliorer la qualité de service, donc on revient au framework, en fait au cadre, le fameux QQI, et d'assurer une gestion de l'offre de services de transport par taxi ou de favoriser le développement de l'industrie par transport de taxi, le tout en assurant le respect de l'équité. C'est très important de voir ça. Alors, très rapidement, puisqu'il me reste seulement 2 minutes, c'est évident qu'il va y avoir des tensions manifestes. En 2016, on adopte une nouvelle loi sur le bâillon qui va venir renforcer le pouvoir de l'État dans la réglementation, encore une fois, de cette industrie. Et finalement, en 2017, le projet pilote est adopté. Donc, c'est une genre de contrat, si vous voulez, avec Uber. Il y a d'autres projets pilotes parallèles qui ont été aussi mis en œuvre et qui viennent faire le lit à Uber, selon des règles qui sont distinctes des règles évidemment de l'industrie traditionnelle. Alors, quelques conclusions, juste 4 conclusions très brièvement pour illustrer au fond à quoi on aboutit. Premièrement, premier constat, c'est que l'acteur étatique est fondamental dans la réglementation de l'industrie du taxi, donc pour structurer et pour aider les acteurs de l'industrie à s'organiser. Deuxième constat que l'on peut observer, c'est que clairement le triptyque réglementaire va être fondamental et Uber, en arrivant, cherche à le détricoter parce que lui s'exonère, dit « Oh, moi, je ne suis pas une entreprise de transport par taxi, je suis une entreprise simplement une plateforme électronique. » Donc, il cherche à déconstruire ce legs institutionnel et on va voir que par différentes actions qui vont être menées, tant à la fois judiciaires, mais aussi par le rôle de l'État, on va essayer tant bien que mal à reconstruire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a comme 2 systèmes qui cohabitent. Et probablement, ce qui va
amener à l'un ou à l'autre à une espèce de compromis dont on peut à peu près dessiner l'avenir, c'est-à-dire une plus grande, je dirais, libéralisation autour de cette industrie. Il nous reste 2 autres constats, mais En question. en question. Merci de votre attention.